Alors on démarre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Je vais me présenter et présenter également ma collègue Gwenaëlle. Donc Emma Vicassio, je travaille à la mission démocratie permanente et donc je suis accompagnée ce soir de Gwenaëlle qui est juste à côté de moi, qui animera cette soirée. Il y a également deux collègues de la mairie de quartier qui sont au fond. Vous avez pu peut-être discuter avec eux tout à l'heure. Ils passeront les micros dans la salle ce soir. Alors, un ordre du jour en deux parties ce soir. Donc, une première introduction, je passerai la parole à Madame Choplin, qui est ici votre maire de quartier. Un sujet commun ce soir donc, sur le budget municipal, et puis un sujet que vous avez choisi, le commerce et la politique sur le commerce de votre ville. Et puis voilà, conclusion, et puis un pot à la fin auquel vous êtes invités. On a un petit brise-glace à vous proposer ce soir, donc on a des petites questions. On voulait savoir qui avait déjà participé à un conseil de quartier. Vous pouvez lever la main. On va vous comptabiliser, ça fait beaucoup de personnes, super, très bien. Et qui y participe pour la première fois? Ça fait quand même quelques personnes. Ok, parfait. Également, alors on voulait savoir un petit peu d'où vous venez. Qui est du secteur Saint-Genès, donc ici? Majoritaire, ok. Oh, moitié-moitié. Et qui est du secteur Nansouty? Ok, bon, ça va, c'est un peu assez réparti. Et peut-être des boulevards à la frontière? Quelques personnes. Oh, super. On souhaitait vous rappeler... Ah, Saint-Augustin, bon, bah, très bien. C'est parfait, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est super. On met à votre disposition sur les tables, mais aussi à la bande d'accueil que vous avez peut-être vu en arrivant, des fiches d'évaluation de ce conseil de quartier. Voilà, donc si vous souhaitez nous donner votre avis sur la manière dont s'est organisé ce conseil, n'hésitez pas. Et également une fiche contact qui ne se passe pas sur les slides, mais ce n'est pas grave. Une fiche contact pour votre mairie de quartier. Vous avez deux référents, donc Mathieu et Hugo, qui seront ravis de répondre à vos questions, qui sont de divers ordres. Voilà, n'hésitez pas à les solliciter sur vos questions. Hop. Alors moi, ça ne marche plus sur mes slides, pardon. Est-ce que c'est vous? Merci beaucoup. Ah, dans l'autre sens, si possible. Petit souci technique. Oui. Bon, ce serait sur les règles pour nos échanges ce soir. Donc si possible, on vous a mis un petit mot sur la table pour qu'on ce soit de manière chaleureuse et cordiale entre tout le monde. De prendre la parole avec le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. On va essayer d'alterner les prises de parole hommes-femmes. On va également essayer de donner la parole aux personnes qui ne l'auront pas déjà prise, donc voilà, pour pouvoir alterner entre tout le monde. Et également, donc, pour information, le compte-rendu de cette réunion vous sera envoyé. Et il y a une captation également de ce soir qui sera disponible sur bordeaux.fr. Donc voilà, vous pourrez trouver tous ces éléments sur le site internet de la ville. Ça ne fonctionne toujours pas. Ah, excusez-nous pour ce petit contretemps technique. Ça veut toujours bien passer. Hop. Est-ce que vous pensez qu'on peut... Hop. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi j'ai plein de photos, donc si ça marche pas, c'est très dommage. Donc j'espère qu'on va y arriver. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir, d'avoir bravé la pluie. Enfin je crois qu'il pleut plus trop. Et je viens de voir les jeunes de l'Oréag. Donc là on est ici dans un établissement qui s'appelle l'Oréag. Et il y a les jeunes qui sont à la sortie, vous les avez peut-être vus, qui vendent de quoi manger, de quoi boire pour leur projet solidaire au Sénégal. Donc si jamais vous avez un petit creux pendant le conseil de quartier, n'hésitez pas à aller les rencontrer et à aller soutenir leur projet. Voilà, tac tac. Du coup... les aléas de la technique. Bon, je vais quand même démarrer, tant pis, sans les photos, c'est pas grave.
Alors, pour démarrer ce conseil de quartier, je vous ai choisi 3 bonnes nouvelles, parce que je me suis dit que les bonnes nouvelles étaient suffisamment rares en ce moment et que ça faisait du bien de célébrer un peu des bonnes nouvelles. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que notre quartier est champion du recyclage des déchets alimentaires. Donc, vous l'avez vu, bravo. Vous l'avez vu, donc Bordeaux Métropole a installé des petites bornes à déchets un peu partout dans la ville et dans la métropole. Donc il y en a déjà 40 sur notre quartier. Et en fait, elles sont prises d'assaut. Les gens sont à fond. Normalement, on devait les relever tous les 2-3 jours. Et au final, elles sont relevées presque tous les jours. Et parfois, certaines 2 fois par jour. Donc voilà, il y a un gros engouement pour les bornes à déchets. Et il y en a... Voilà, 3 bonnes nouvelles pour démarrer. Et il y en a 9 qui vont être implantées avant la fin de l'année pour pouvoir couvrir complètement le quartier. Merci Emma. Et l'objectif, donc, c'est de diminuer de 40% les déchets de la poubelle noire et pour les transformer en compost ou en biogaz. Donc bravo les habitants de Nansouty pour avoir adopté ce nouveau geste très rapidement. Ça marche. Deuxième bonne nouvelle, notre quartier est numéro 1 du permis de piétonniser. Alors le permis de piétonniser, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière. Et l'idée, c'est de proposer aux habitants de fermer leur rue à la circulation pendant une soirée ou une journée et de se réapproprier l'espace public. Donc on a déjà 5 rues dans notre quartier. Donc on est champion sur la ville où les gens le font régulièrement, par exemple rue Mirassou ou rue Saint-Macaire, et proposent, là j'ai mis quelques photos, voilà, des constructions géantes, des tournois de badminton, des banquets. Voilà, donc il y a tout qui est bien expliqué sur bordeaux.fr si jamais vous voulez piétonniser votre rue. Et on a essayé de rendre ça le plus facile possible. Et d'ailleurs, pas loin d'ici, il y a la rue Auguste Coite qui sera piétonnisée ce dimanche. C'est une préfiguration d'un projet qui a été voté au budget participatif. Donc je vous invite à y aller dimanche pour voir un petit peu ce que ça va donner. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 nouveaux lieux culturels dans le quartier. Donc on est très heureux parce que ça mancait un petit peu dans notre quartier de Nansouty-Saint-Genès. Donc on a la maison Marandon où je vous ai mis quelques photos là. Maison qui nous a été léguée par Madame Marandon, 49 rue du Bourdieu, il y a quelques années pour en faire un lieu citoyen et culturel. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et il y a 3 associations culturelles du quartier qui sont locataires depuis quelques mois et qui sont en train de travailler à la programmation pour le mois de septembre. Et puis on a la salle Adrienne Bolland dans l'espace associatif 40 rue du Sablonnat. Donc là on expérimente une programmation avec les associations du quartier. Donc pour l'instant on peut déjà y faire du yoga, des ateliers de bricolage créatif, des ateliers des après-midi jeux de société. Il y a du théâtre pour les enfants et on travaille avec les associations pour la programmation de la rentrée. Alors aussi, en termes culturels, je vois notre adjoint à la culture qui est là et je ne sais pas s'il est au courant, mais on a ouvert la mairie de quartier aux artistes du quartier. C'est Agnès Sirot, qui est une peintre du quartier, qui nous a demandé un lieu d'exposition. On n'en avait pas vraiment, donc on lui a dit vous n'avez qu'à venir à la mairie de quartier. Donc on a exposé ses toiles. En mars, c'est Pascal Pas, qui est un artiste plasticien, qui a exposé. Et puis là, jusqu'à la fin juin, c'est la dernière photo que vous voyez, on a le photographe L'Œil de Ken qui expose ses photos. Et c'est la restitution d'un projet intergénérationnel qui a eu lieu avec l'EHPAD et l'association L'Institut Singulier, un projet qui s'appelle Né pour se rencontrer autour du clown. Voilà, alors les rencontres dans le quartier. Donc, depuis le dernier conseil de quartier, on a fait plusieurs réunions publiques sur les aménagements de la rue Théodore Gardère, sur la rue de Pessac et sur les jeudis de Nansouty-Saint-Genès autour des initiatives citoyennes. Et dans les prochaines semaines, nous avons programmé donc 3 nouvelles réunions publiques, un rendez-vous avec Monsieur le maire au Jardin des Barrières. Donc ça, c'est mercredi prochain, Jardin des Barrières entre Barrière de Toulouse, Barrière de Bègle, pour ceux qui ne connaissent pas. Une réunion publique sur l'apaisement de la rue Eugène Thénault et le Parlement mobile qui revient dans le cadre de la tournée de la démocratie permanente, donc sur la thématique du projet urbain. Et ça sera le mercredi 2 juillet sur la place Nansouty. Et 47, ça c'est les rencontres individuelles que j'ai eues avec les habitants, les riverains, les associations, les commerçants depuis décembre 2024.
Les nouveaux aménagements, donc on a finalisé la rue Cases-Major donc avec la fresque au sol, les tables, les bancs et la plantation des arbres. On a lancé les travaux de la rue de Pessac et actuellement on vient de démarrer la végétalisation du parvis du centre Argonne dans Souty-Saint-Genès. Je ne sais pas si vous êtes passé devant, mais là on est en train de casser pour pouvoir le végétaliser à leur demande. Et donc, les aménagements prévus jusqu'à la fin de l'année, on a la rue Paul-Antin, la place Récapé qui est presque finie, mais on attend l'automne pour planter les arbres, et le démarrage des travaux de la rue Théodore Gardère début juin. Je voulais vous faire un petit rappel sur les herbes folles, comme on dit. Donc, le nettoyage et l'entretien des trottoirs, c'est à la charge des habitants. Donc, chaque riverain est censé nettoyer devant chez lui les herbes folles, les détritus malheureusement, et les caniveaux. Et donc, si vous souhaitez végétaliser de façon un peu plus organisée, on va dire, vous pouvez demander un permis de végétaliser. Donc ça se fait assez facilement aussi sur bordeaux.fr pour pouvoir faire une fosse devant chez vous et mettre une plante grimpante. On voit en ce moment que les jasmins, par exemple, sont très en fleurs, donc ça commence à bien prendre. Vous pouvez aussi le faire de façon collective. Avec vos voisins, vous organisez pour végétaliser la rue de façon collective avec des bacs. Et les commerçants, puisque c'est aussi un des thèmes de ce soir, peuvent également végétaliser devant leur façade. Alors, puisque ce soir on parle du budget, j'avais envie de faire un petit focus. Je n'ai aucune idée de l'heure, je ne me suis pas mis de timing, donc vous me dites. 2-3 minutes, parfait. Donc, puisqu'on parle de budget, donc je voulais vous parler du fonds d'aide au quartier, qui est finalement le petit budget de la mairie de quartier pour les associations qui animent le quartier. Donc, depuis le début de l'année, on a soutenu financièrement 11 associations dans la réalisation de leurs projets donc, sur le quartier. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, c'est une enveloppe au total de 35 000 euros. Là, donc, on a par exemple le carnaval de Nansouty, un spectacle de clowns et un concert au Jardin des Dames de la Foi. On a un bal populaire dans le square Paul-Antin. On a le marché des commerçants qui s'est tenu la semaine dernière sur la place Nansouty. Voilà, donc on essaye de soutenir les associations qui viennent nous voir et qui ont besoin d'un petit peu de financement pour réaliser leurs projets. Alors, les rendez-vous à venir, je vous les ai mis là. Je pense qu'à la toute fin, on les laissera pour que vous puissiez noter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le quartier. Et ça fait peut-être un petit peu beaucoup là, comme ça, et j'essaye d'aller vite. Et hop, ben voilà, le budget de la ville. Donc voilà. Donc j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous inscrire à la newsletter du quartier, où on envoie régulièrement ce qui se passe dans le quartier et l'agenda, comme ça vous ne loupez pas les infos. Et je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Claudine Bichet pour la partie budget. Merci beaucoup, Madame Chauplin. J'invite Madame Bichet à venir prendre la parole. Je vous donne le micro. C'est vous qui introduisez. Non, c'est pour vous présenter. Excusez-nous pour le petit couac de tout à l'heure. Normalement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Claudine Bichet, je suis première adjointe au maire en charge des finances, du défi climatique, de la transition énergétique et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce soir, je suis là et très heureuse d'être parmi vous pour vous présenter des éléments financiers. En gros, l'idée, c'est de vous expliquer c'est quoi les finances d'une ville comme la ville de Bordeaux, à quoi ça sert, et aussi, à travers ça, bien sûr, montrer les principaux investissements que nous avons déroulés sur ces 5 années de mandat. Donc voilà, c'est ce partage de connaissances que nous souhaitions faire avec vous ce soir. Donc on a essayé, parce que je sais que les finances, ça fait parfois un peu peur, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus interactif possible, le plus accessible possible. Donc je vous en prie, si jamais je vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi et posez des questions. Il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Et on va démarrer. Tout à fait. Alors justement, sur ce volet un petit peu ludique, on a des questions pour vous, mais vous ne vous sentez pas obligé d'y répondre, c'est vraiment si vous souhaitez prendre la parole. Donc selon vous, à combien s'élève le budget de la ville de Bordeaux en 2025 ? Donc on a
3 propositions, 100 millions d'euros, 350 millions d'euros ou 630 millions d'euros. On peut faire un vote à main levée si vous souhaitez, mais on peut vous laisser 1 minute ou 2 pour réfléchir. Vous pouvez discuter entre vous autour de la table pour vous mettre d'accord ou pas d'accord. Donc on vous propose, vous pouvez faire à main levée pour 100 millions d'euros. Qui sont les personnes qui pensent que c'est le budget pour 2025 ? Ok, personne. 350 millions d'euros. Ok. Et 630 millions d'euros. Bon, vous avez lu Bordeaux Mag, c'est super. Effectivement. Donc effectivement, 630 millions d'euros, c'est le bon ordre de grandeur. Et pour être précise, donc nous avons voté en 2025 un budget de 636 millions d'euros, ce qui représente 2400 euros par habitant. Je pense que c'est intéressant d'avoir cet ordre de grandeur en tête. Ce budget se décompose en 2 parties, le fonctionnement et l'investissement. Et globalement, ce budget répond à 2 objectifs, celui d'investir par rapport à tous les besoins de croissance, de développement de la ville, et aussi aux besoins, bien sûr, de maintenir et de développer l'ensemble des services publics assurés par la ville de Bordeaux. Alors, autre question pour vous. Quelle est la différence entre le budget de fonctionnement, ce qu'on appelle un budget de fonctionnement, et ce qu'on appelle un budget d'investissement ? On peut vous laisser discuter également entre vous autour de la table pour vous mettre d'accord, et vos chargés de proximité passeront pour ceux ou celles qui veulent prendre la parole pour répondre à cette question. Je vous laisse quelques minutes. Vous avez vos micros. N'hésitez pas, s'il y a une personne qui veut prendre la parole autour d'une table, elle va être désignée comme rapporteur pour les autres. Ouais. Est-ce qu'il y a une table volontaire au fond ? Peut-être. Ou devant, ça discute bien aussi, mais je ne veux pas forcer. Est-ce qu'une table souhaite prendre la parole sur cette question ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Monsieur, au fond, parfait. Ah, bah oui. Merci. Excusez-moi, il y avait une question à notre table par rapport à la diapo précédente. Là. Donc, dans l'investissement, y compris le remboursement des annuités d'emprunt, mais quel est le montant des emprunts à part ? On aura un temps d'échange de la dette. On aura un temps d'échange de 30 minutes après, on note votre question et on y répondra juste à la fin de la présentation, comme ça on pourra répondre à toutes les questions, mais on la note simplement pour la réponse. Merci monsieur en tout cas pour votre question. Ah, on a une au fond, parfait, merci beaucoup. Donc on a discuté un peu entre nous, l'investissement c'est les travaux et nouvelles constructions et le fonctionnement plutôt le fonctionnement des services quotidiens. Et dans l'investissement, il y a la formation aussi du personnel, je ne me rappelle pas. Dans l'investissement ? J'ai pas compris. Si on va passer à la réponse. Oui, merci. Alors, effectivement, les dépenses de fonctionnement, comme c'est détaillé ici, ce sont l'ensemble des dépenses courantes de la ville qui correspondent à des services publics immédiats. Et en gros, il n'y a pas d'incidence sur le patrimoine de la ville. Contrairement à l'investissement, où là, on est vraiment sur investir sur des bâtiments, soit en construire des nouveaux, soit en rénover, d'ailleurs, c'est pas que bâtimentaire, c'est aussi tout l'espace public, les parcs, les voiries et ainsi de suite. Et là, effectivement,
on investit dans le patrimoine de la ville, ce qui restera durablement. Donc c'est vraiment comme ça que sont dissociées ces deux grandes catégories de dépenses qui sont très formalisées, c'est-à-dire qu'on a l'obligation, enfin c'est un cadre très strict, de bien décomposer les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Alors, si je vais un peu plus dans le détail, dans les dépenses de fonctionnement, on va retrouver, donc c'est tout le pavé du haut en dépenses, donc les charges de personnel, tous les agents et agentes qui assurent l'ensemble des services publics assurés par la ville. Donc dedans, on va retrouver les ATSEM qui travaillent dans les écoles, le personnel dans les crèches, les policiers municipaux et ainsi de suite. On a toutes les subventions qui sont versées à l'ensemble des associations ou satellites de la ville. Par exemple, dedans, on va retrouver la subvention au CCAS. On a donc tout ce qui est organisme privé ou organisme public. Et ensuite, l'ensemble des charges de caractère général, donc qui sont toutes les autres types de dépenses pour assurer l'ensemble des services publics. Tout ça, en termes de fonctionnement, s'équilibre avec en face des recettes, puisque bien sûr on a besoin de recettes pour financer l'ensemble de ces dépenses. Les principales recettes sont très clairement la fiscalité. Je vais aller assez vite parce qu'on va y revenir après. On a ensuite les dotations de l'État et on a d'autres recettes qui sont notamment ce que les usagers peuvent payer. Par exemple, il y a une partie des frais des repas scolaires qui sont pris en charge par les usagers. Ça rentre dans ces recettes, les recettes de stationnement. Donc ça, c'est le niveau fonctionnement. C'est comme un ménage, c'est-à-dire que vous avez des recettes, des revenus, donc que je viens de détailler, et en face, vous avez des dépenses. Normalement, si tout va bien, on dégage un petit matelas, qu'on appelle en finance publique de l'épargne brute. Et cette épargne brute, c'est ce qui va nous permettre de financer nos investissements sans recours à l'endettement. Bien sûr, ça ne suffit pas. Pour financer l'ensemble des investissements, donc ce qu'on appelle programme d'équipement, on va utiliser notre épargne brute. Donc l'intérêt, c'est effectivement d'avoir le maximum d'épargne brute pour avoir le moins recours possible à l'endettement. Et puis, on a une part d'emprunt qui est également nécessaire, puisque le volume d'investissement est tel que l'épargne brute ne suffit pas. Et donc, on a aussi d'autres recettes qui peuvent venir de fonds divers et variés, régionaux et ainsi de suite, qui contribuent aussi à financer une partie de notre investissement. Donc voilà comment s'équilibre un budget d'une ville de manière générique. Je ne sais pas si... Voilà. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est peut-être un peu déjà trop compliqué la manière dont on les prendra à la fin, il y a un temps de questions-réponses. On a une autre question à vous poser. À votre avis, un budget municipal peut-il être voté en déséquilibre? Alors, à main levée, oui. À main levée, non. Ok. Je laisse peut-être Madame Jacot-Bichet reprendre la parole sur cette... Alors, si on revient à la slide d'avant, en fait, chaque section doit être parfaitement équilibrée. Donc la réponse, c'est non. On ne peut pas voter un budget en déséquilibre. Sur chaque section, fonctionnement, je dois équilibrer, et sur l'investissement, je dois équilibrer. Par contre, comme vous l'avez constaté, une partie de l'investissement peut être financée par de l'emprunt. Et donc, j'ai une partie de mes recettes qui provient de l'emprunt. Et ça veut dire que, concrètement, si une municipalité est mal gérée, qu'elle s'endette trop, elle peut se retrouver en situation de déficit. Mais on doit voter chaque section en équilibre. Après, par rapport à la situation de déficit, ce qui permet de monitorer tout ça, il y a deux grands ratios clés. Alors là, je vais essayer de faire très simple, qui sont suivis pour les collectivités, qui permettent de mesurer la bonne santé financière d'une ville. Le principal étant, les deux principaux. Donc le premier, c'est la capacité à générer une épargne brute, puisque c'est ma capacité à être capable toute seule de financer mon investissement sans recours à l'emprunt.
Donc on a des taux qu'on doit respecter. Très clairement, la ville de Bordeaux est très bien placée et dans une zone totalement favorable et positive là-dessus. Et le deuxième grand ratio, c'est le nombre d'années qu'il faudrait avec notre épargne pour nous désendetter totalement. Et là-dessus aussi, en 2024, on va présenter le CA très, très prochainement, on est à 6 années. 6 années pour se désendetter totalement si on y consacre l'intégralité de notre épargne. C'est un très bon ratio, c'est un très beau ratio par rapport à ce qui permet de piloter la gestion des villes. Alors là, on a un zoom sur les recettes. Pour que vous ayez à peu près les ordres de grandeur, ce que je détaillais dans les grandes masses tout à l'heure, et ici un peu plus détaillé. À avoir en tête en fait que la fiscalité, ça représente 55% de nos recettes. Donc c'est quand même une part importante. Dans cette fiscalité, on a ce qu'on appelle la fiscalité directe, la taxe foncière que vous devez connaître pour les personnes qui sont propriétaires. Et puis ensuite, on a des taxes qui sont indirectes que nous percevons également, comme les droits de mutation sur lesquels une partie, donc à chaque fois qu'il y a une transaction immobilière, une partie des revenus viennent aux villes. La plus grosse partie d'ailleurs va aux départements, d'où les difficultés actuelles des départements, des villes aussi, mais des départements dans une plus grande mesure, puisqu'on a aujourd'hui une baisse sur les transactions immobilières. Les autres grandes sources de revenus, donc forcément là on mélange tout, fonctionnement, investissement, on a l'emprunt qui représente aussi une part de financement important de l'ordre de 20%. Et puis pour vous situer, les recettes usagées, c'est seulement 8%. Donc ce qu'on va vraiment facturer aux usagers de la ville, ça représente finalement une très très faible proportion des revenus. Et juste, bon, je prends souvent l'exemple des repas à la cantine, mais sur ce que va payer l'usager final, au final, j'ai plus le chiffre exact, mais la ville prend en charge quasiment 70 à 80% du coût. Donc on est souvent dans des proportions en fait où la ville assure la plus grande part du coût du service public. Alors là, on était sur les recettes. On passe maintenant sur les dépenses. Donc c'est pour vous donner une idée sur les 2400 € que la ville de Bordeaux dépense, les endroits où on consacre le plus d'argent. Donc alors, l'enfance-jeunesse ressort en premier. Il faut savoir que c'est vraiment une prérogative obligatoire. Les villes doivent gérer les écoles maternelles, primaires, et que du coup on a de nombreuses écoles à Bordeaux. Dedans, dans ce coût, on a à la fois l'investissement, le fonctionnement. On a des coûts soit de création de nouvelles écoles, soit de rénovation qui sont très importants. Donc d'où cette proportion élevée, plus tout le personnel qui œuvre dans les écoles, tous les équipements. Dedans, on a aussi tous les frais de restauration scolaire, toutes les places créées en périscolaire. Enfin, tout ça est vraiment un budget extrêmement conséquent de la ville de Bordeaux. Ensuite, on a la culture. Donc, dans la culture, on va retrouver tous les établissements culturels de la ville, tous les musées, l'opéra, les subventions aux différents acteurs culturels que la ville accompagne. On a ensuite le budget petite enfance. Donc là, c'est toutes les structures publiques de petite enfance, les places en crèche. On a un budget ensuite transition écologique. Donc là, on va retrouver toutes les dépenses énergétiques, toutes les dépenses d'efficacité énergétique, parce qu'en fait, pour améliorer notre consommation énergétique et être bien meilleur sur le plan énergétique, on doit aussi investir. Et ensuite, voilà, alors je vais peut-être pas tous les faire, on a le sport, donc là c'est tous les équipements sportifs, toutes les subventions aux acteurs sportifs du territoire, associatifs notamment. Et ensuite, ça se décline, donc on a le fonctionnement de l'administration, donc ça c'est toute la vie municipale, les assurances, la logistique, les solidarités, seniors, les projets urbains, enfin bon voilà, la démocratie permanente, nous sommes là ce soir, le développement économique, la sécurité, la prévention, ainsi de suite. Il y a des budgets qui vous paraissent peut-être faibles, par exemple développement économique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités n'interviennent pas toutes sur les mêmes champs d'intervention. La compétence économique, c'est plutôt assuré par la métropole et la région.
Donc la ville joue un rôle, mais un rôle moindre dans une plus faible proportion, d'où ce budget qui peut paraître faible, mais en réalité, parce que c'est assuré par d'autres échelons et que, évidemment, on ne peut pas tous faire la même chose, sinon ça ne serait pas très efficace. Donc on a vraiment une répartition des domaines d'intervention entre collectivités. Donc, une autre petite question par rapport justement à toutes ces données que vous venez donc de récupérer, de capter, parce que c'est quand même très dense, c'est très complexe, un budget. Est-ce que, donc selon vous, combien la ville a investi depuis le début du mandat? Donc, comme tout à l'heure, à main levée, est-ce que vous estimez à 100 millions d'euros? Personne? Non. 350 millions d'euros? Depuis le début du mandat. Depuis le début du Alors mandat. que là, on était en annuel, il faut bien le redire. Oui. Et 630 millions d'euros? Oui. Bon. Alors, on va peut-être détailler un petit peu justement la réponse. Alors, depuis le début du mandat, on aura investi, puisque ça compte les... De quoi? Non, là, je pense que c'est sur l'entièreté. Mathieu, ça comprend 2026, ça comprend la prévision 2026? Non, ça ne comprend pas 2026. Donc, avec 2026, ça ferait 700... Ça comprend pas. Okay, c'est juste pour dire aux gens le début du mandat, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ça a démarré 2020, en 2020. Oui, d'accord. Ok, pardon. Donc c'est sur les 5 ans, c'est 630 millions d'euros que nous avons investis et que nous allons investir cette année. C'est un budget énorme et historique, je tiens à le dire. La ville de Bordeaux n'a jamais autant investi que sur ce mandat. On est à un rythme d'investissement de l'ordre de 105-110 millions d'euros par an. Précédemment, on était plutôt de l'ordre de 90 millions par an, donc c'est quand même une hausse substantielle. Et pourquoi nous avons décidé cette hausse? Parce qu'il y a un véritable besoin. Déjà, premier besoin, c'est celui qui est au milieu, c'est que nous sommes une ville avec une forte croissance démographique, de l'ordre de 0,8% de croissance annuelle de la population. Clairement, en France, on est une des villes dont la croissance est la plus élevée. Et du coup, ça induit de manière automatique la création de nouveaux équipements. Et bon, vous voyez, il y a des nouveaux quartiers qui sont en train de se créer. On ne peut pas avoir un nouveau quartier sans qu'il ait une école, une crèche, des gymnases, des bâtiments associatifs. Donc tout ça, c'est un budget conséquent qui est totalement en lien avec cette croissance importante. Ensuite, le troisième volet, c'est toute la rénovation. On a un patrimoine colossal, la ville de Bordeaux, énormément de bâtiments. J'ai plus le chiffre en tête, mais combien de bâtiments, François? C'est la question pour un champion. Hein? T'es un habitant ce soir, ok. Un patrimoine énorme quand on est arrivé en 2020, vraiment avec un état de vétusté relativement important, donc des besoins de rénovation qui sont conséquents et avec un enjeu de rénovation exemplaire sur le plan énergétique, puisque si on veut améliorer notre impact carbone, réduire notre impact énergétique, on a vraiment cette vigilance à faire des rénovations qui sont exemplaires de ce niveau-là et qui respectent tous les meilleurs niveaux de performance. Ensuite, je terminerai par le premier, qui est la nécessité d'adapter la ville au changement climatique. Donc là, c'est tous les investissements que nous faisons, notamment sur la végétalisation de la ville, ce besoin de casser les îlots de chaleur urbains qui, on le sait, en cas avec le réchauffement climatique, vont devenir des zones beaucoup trop chaudes où ça sera impossible, très difficile de vivre. Donc on a cet effort de végétalisation, on a cet effort de réaménagement de l'espace public, on a cet effort globalement de faire en sorte que notre ville soit demain vivable avec le réchauffement qui nous attend. Alors, en termes d'investissement, c'était illustré donc, pour le budget 2025 les 10 actions phares, donc là où les 10 actions où on investit le plus en 2025. En premier, donc, vous avez tout ce qui est végétalisation, nature en ville, avec 17 millions d'euros qui vont être consacrés en 2025.
16 millions d'euros sur les écoles, crèches et cours buissonnières, puisque un des volets, c'est aussi végétaliser nos cours d'école et travailler sur l'inclusivité de ces cours d'école. Donc on a un budget important. On a 11 millions d'euros sur l'accessibilité des bâtiments. Donc ça aussi, c'est un retard extrêmement important de la ville, que la ville avait accumulé sur la mise en accessibilité des bâtiments, que nous sommes en train de rattraper avec vraiment des budgets conséquents sur ce volet-là. On a sur les équipements sportifs, donc là 7 millions d'euros sur la rénovation des piscines. Notre mandat sera un mandat de rénovation des piscines. Je crois qu'on les aura toutes rénovées. Elles étaient toutes dans un état aussi qui le nécessitait. On a d'autres équipements sportifs, je crois, oui, des gymnases, construction du gymnase, salle d'escrime à Brazza. Donc là, typiquement, nouveau quartier, Brazza. Mais voilà, il faut bien sûr l'équiper. Et je ne vais peut-être pas toutes les faire. On a aussi des volets culturels importants, rénovation du musée des arts décoratifs et du design, une bibliothèque à Bacalan sur lequel nous allons reconstruire la bibliothèque et voilà. Et 5 millions 8, oui, important de le dire. C'est un sujet qui m'est cher, tout ce qui est efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables sur nos bâtiments. Donc là, c'est tout ce qui est solarisation, pose de photovoltaïque, raccordement au réseau de chaleur urbain qui permet de décarboner la consommation énergétique de nos bâtiments. Alors, ouais, c'est le volet un peu moins drôle, mais je pense que c'est quand même important de le dire. Dire que depuis le début de ce mandat, on a sur le plan financier, c'est un mandat assez inédit sur le plan financier. Des élus beaucoup plus expérimentés que moi diront que ce qu'on a dû encaisser comme choc, et notamment financier, est du jamais vu. On a eu pour environ 70 millions d'euros de choc qui exogènes, c'est-à-dire qu'on a dû absorber et qui est pas de notre fait. Le choc Covid, donc 20 millions d'euros qui est venu impacter fortement la ville. Le choc énergétique avec la guerre en Ukraine qui a fait flamber les coûts énergétiques et induit une inflation extrêmement forte derrière. Ça a été 30 millions d'euros de coûts que la ville a dû absorber. Depuis, on a toujours cette inflation qui perdure et la crise immobilière qui vient impacter nos recettes. Et là, en 2025, on a maintenant la loi de finances au niveau national qui vient ponctionner sur les collectivités pour réduire son déficit. Donc tout ça cumulé, ça fait 70 millions d'euros de choc jusqu'à présent, puisque le mandat n'est pas fini et on sait que le déficit de l'État risque de encore venir ponctionner les collectivités. C'est inédit, c'est extrêmement fort et ça explique. Sur ce mandat, nous avons actionné une fois le levier fiscal, donc augmenter les impôts. On l'a fait en 2023 parce que le cumul de ces chocs faisait que ça devenait plus possible. On ne pouvait plus équilibrer nos sections de fonctionnement et donc d'où ce choix. Mais c'est quasiment, de très très nombreuses villes ont dû avoir recours parce que, comme je vous l'ai dit, c'est complètement inédit de devoir encaisser de tels chocs exogènes sur une mandature. Alors un budget, ça permet de financer des priorités politiques. Ici, alors, on a les gros... Alors, c'est pas exhaustif. Si ça avait été exhaustif, on aurait pu y passer la nuit. Mais essayer d'illustrer vraiment les secteurs où on a mis le plus de moyens financiers. Tout ce qui est enfants, jeunesse, nous avons augmenté depuis le début du mandat de 20% notre budget, c'est colossal. Et là, c'est pour répondre aux différents besoins. La restauration scolaire, les places en périscolaire qui sont jamais suffisamment nombreuses, mais en réalité, et on va voir le chiffre derrière, on en a créé énormément depuis le début du mandat. La petite enfance, les places en crèche, là aussi pour répondre à une demande forte qui n'est jamais, c'est jamais assez, mais en réalité, on a quand même augmenté de plus 24% ce budget. On a doublé la subvention à notre centre d'action sociale, le CCAS, qui est aussi un effort plus que substantiel. On a augmenté de 47% tout ce qui est le financement de la tranquillité publique, les centres sociaux aussi, une augmentation de 40%, la police, la proximité, tout ça pour vous montrer quand même qu'en termes de priorité politique et de choix, de là où on a décidé de dépenser l'argent, ça vous illustre quand même la volonté.
La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et les luttes contre les discriminations, plus 60%. Et j'en ai parlé, le programme d'investissement qui est extrêmement ambitieux, il n'a jamais été aussi ambitieux. Donc voilà, c'était pour vous donner des ordres de grandeur. Voilà. Et quelques chiffres qui sont du coup l'illustration opérationnelle de ce que je viens de vous dire sur le plan financier. C'est plus 20% sur l'enfance et la jeunesse, c'est pour déployer le bio à la cantine. On est passé d'un taux de 34% à 66%. On est aussi en train de virer tous les contenants plastiques des cantines pour remplacer par des bacs inox qui sont bien meilleurs pour la santé. Les places en périscolaire, donc vous le voyez, c'est plus 2300 places qui ont été créées. J'ai fait le ratio, c'est plus 43% de places. C'est énorme ce qu'on a créé. Les rues aux écoles, j'en ai pas parlé, mais voilà, le fait que les écoles, l'accès aux écoles est aménagé, piétonnisé et du coup un accès plus agréable. On en a créé 66 sur le mandat. Les arceaux vélos de 20 000 à quasiment 38 000. On a quasiment doublé les arceaux vélos. Alors là aussi, on n'a jamais assez, mais en fait, on a quasiment doublé. Les arbres plantés, on était à 1600 arbres par an. On est maintenant à 10 000 par an. Les zones piétonnes, on a augmenté de 40% le nombre d'hectares de zones piétonnes. Les postes de policiers municipaux, on a créé 49 depuis le début du mandat. Les caméras, voilà, je vous laisse lire les chiffres, plus 100 caméras. Les équipements accessibles, on a multiplié par 5. L'autonomie énergétique, j'en ai pas mal parlé, comment on est plus sobre et plus vertueux d'un point de vue énergétique. On est passé d'un taux d'autonomie énergétique, c'est-à-dire que notre capacité à nous sourcer sur une énergie locale, on est passé de 2%, enfin quasiment 3%, à 30% aujourd'hui. Et notre objectif, c'est d'atteindre 41% à la fin du mandat. Donc ça, c'est pour vous donner aussi une idée de ce à quoi sert tout cet argent. Alors, on va revenir ici, chez vous. Dans votre quartier, vous donner une illustration. Donc là, il s'agit de grands projets d'investissement. Camille en a parlé dans son introduction, donc je ne vais peut-être pas m'appesantir dessus, mais juste vous donner une illustration des coûts qui ont été investis sur ces projets. Donc rue de Pessac, rue Casse-Major, donc plus de 3 millions d'euros sur la rue de Pessac, 750 000 euros pour l'aménagement de la rue aux enfants de la rue Casse-Major. Et je crois qu'on a ensuite la maison Marandon. Voilà, donc Camille en a parlé, je ne vais pas redécrire le projet, mais on est sur un investissement de 600 000 euros. Et puis après, bon, tous les services publics dont le quartier bénéficie également. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste. Je crois que j'ai dépassé mon temps, non ? Non, c'est bon. Merci beaucoup pour cet exposé, donc très riche, beaucoup de chiffres, beaucoup de données, un cadre réglementaire bien précis. Monsieur, je pense que par rapport à cet exposé, on a répondu à votre question au niveau de l'emprunt. Ou est-ce que vous souhaitez intervenir ? Parce que là, on va passer à la phase en fait de... Ah, pardon, excusez-moi. D'accord. Oui, autour de la table, c'était une discussion pour distinguer ce qu'était la notion d'endettement de la ville et le budget annuel, comme tel vous l'avez présenté, dans lequel figure l'investissement. Mais il y a une partie d'emprunt et une partie de remboursement annuel, effectivement, mais quel est le niveau d'endettement ? Est-ce que, par rapport au ratio habituel, est-ce que l'endettement de la ville est dans la moyenne, ou etc. Alors, je vous propose, on va récolter quelques questions, comme ça, 4 questions. Est-ce qu'une une dame souhaite prendre la parole, voilà, et puis après on vous repassera le micro pour répondre à ces questions. Oui, donc bonsoir, Dorothée. Donc je suis maman. Donc il y a des choses, des sujets qui me parlent et je tiens à remercier en fait de la ville par rapport à ces investissements et l'orientation très bio-végétalisation. Par contre, j'ai une question. C'est sur l'eau. Donc l'eau, en fait, est un élément, on va dire, primaire pour notre survie. De manière générale, on sait que de toute manière, que ce soit en France, à Bordeaux et dans le monde, on va connaître un stress hydrique.
Au-delà du fait du stress hydrique, il y a aussi tout ce qui est lié aux produits chimiques qu'il y a dans l'eau. On sait que Bordeaux et la Gironde en fait sont extrêmement exposés en fait aux produits chimiques. Je voulais savoir en fait, parce que vous avez une ligne budgétaire, donc je vois bio à la cantine, végétalisation, donc vraiment tout ça. C'était savoir déjà comment vous allez gérer l'eau en fait au niveau de la ville et quelles seraient les actions en fait pour avoir une eau plus saine, puisque on sait très bien, on achète en bouteille, il y a du plastique, il y a des choses qui ne vont pas et qui vont jouer en fait sur la fertilité de la population. Et en même temps, au niveau de l'eau du robinet, c'est pas mieux, puisqu'on a des PFAS, en fait on a plein de choses. Donc je voulais savoir quelles seraient des actions sur l'élément le plus essentiel en fait dont on a besoin. Merci beaucoup. Monsieur, derrière, une question également. Monsieur ? Ah, c'était pour répondre. On verra après. Oui, madame ? Oui, c'est par rapport aux hausses concernant la discrimination homme-femme. Voilà. Je vois c'était plus 60%. Enfin, c'était pour savoir concrètement, parce que je ne vois pas vraiment en quoi... Enfin, je vois pas concrètement ce que ça signifie. Voilà, ça correspond à quoi, ce budget, concrètement? Merci. Une dernière question avant de procéder aux réponses? Oui, monsieur? Oui, moi je voudrais savoir la part où va la part du stationnement payant à Bordeaux, où va cet argent, à quoi sert-il? Merci beaucoup. Est-ce qu'on vous rappelle des questions? Est-ce que c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon? Merci. Ok, alors l'endettement, donc effectivement, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que pour financer nos équipements, on a un recours à l'emprunt. Un exemple, en 2025, on a prévu de souscrire 70 millions d'euros d'emprunt. Ensuite, on doit rembourser chaque année notre annuité, donc en capital. On est en moyenne à 30 millions d'euros de capital remboursé. Et à fin 2024, donc on est à un niveau d'endettement global de la ville de 350 millions d'euros. Et comme je le disais tout à l'heure, j'espère avoir été claire, ce qui permet de monitorer l'endettement d'une ville, c'est le nombre d'années qu'il lui faut pour se désendetter. Aujourd'hui, on est à 6 ans. C'est un très bon ratio, en tout cas qui ne soulève pas de questions et qui fait qu'on est plutôt dans la moyenne des villes et bien placé. Alors l'eau, effectivement, c'est un sujet très important. Maxime complétera ma réponse puisqu'il est expert du sujet. Comme je le disais tout à l'heure, les collectivités se répartissent les champs d'intervention. L'eau n'est pas dans les compétences d'une ville, mais la ville fait des choses quand même, je le dis. C'est plutôt la métropole. Et c'est la métropole, d'ailleurs, avec le soutien de la ville. Les élus de la ville de Bordeaux ont soutenu et ont voté la création de la régie de Bordeaux Métropole, qui permet donc de modifier la gouvernance et d'assurer des choix plus vertueux, et notamment le fait que 100% des bénéfices sont réinvestis soit sur les réseaux, soit sur la qualité de l'eau. Donc Maxime pourra compléter. C'est un choix que nous avons clairement soutenu et porté politiquement. Après, nous, notre capacité à agir sur nos compétences propres, c'est plutôt sur notre patrimoine en propre, comment on va réduire et préserver la ressource. Donc là, on a un chiffre très intéressant. Depuis 2019, on a réduit de 30% la consommation en eau de la ville de Bordeaux, sur l'ensemble des espaces publics, bâtiments et tout. C'est colossal, 30%, quand même se rendre compte du chiffre. Et ça, c'est typiquement une action propre que nous pouvons mener. Autre action que la ville peut mener sur l'eau, c'est des actions de sensibilisation. Et là, très bientôt, on est en train de créer une brigade des ambassadeurs de l'eau, des gens qui vont aller en porte-à-porte, qui vont aller à la rencontre des habitants, des commerçants, et qui vont sensibiliser sur la ressource, distribuer des kits hydroéconomes. Donc ça, typiquement, c'est une action de la ville que la ville finance et qui permet d'améliorer globalement la prise de conscience autour de cette ressource en eau. Donc voilà des exemples de nos domaines d'action sur l'eau. Tu veux compléter ? Juste rapidement, donc du coup Maxime Guéquière, délégué à la gestion du cycle de l'eau dans la ville.
Du coup, Claudine Bichet a déjà dit beaucoup de choses et il y a dans la question, j'avais compris aussi la problématique de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, à Bordeaux, on a de l'eau qui vient de nappes profondes à plus d'une centaine de mètres. Et donc, du coup, c'est un paradoxe girondin, c'est qu'on est le premier utilisateur de pesticides, le premier département utilisateur de pesticides, mais on est le département qui trouve le moins de pesticides dans son eau. Parce que géologiquement, en fait, ces pesticides ne sont pas descendus encore dans ces nappes, parce que c'est le temps... Enfin, on est en train de, justement, avec un organisme, le syndicat mixte d'études et de gestion des nappes d'eau profonde en Gironde, de dater cette eau-là, et l'information va sortir cet été. On a de l'eau qui est de minimum 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, cette eau est tombée sur le sol, et aujourd'hui, on la boit et on l'utilise pour nos besoins. Donc du coup, cette eau, elle est d'une qualité extraordinaire, et donc c'est pour ça qu'il faut la préserver, et donc les actions de la ville, comme ça a été expliqué par Claudine Bichet, elles sont nécessaires et indispensables, et donc du coup, il y a une multitude d'actions autres qui pourraient être présentées, mais c'est peut-être pas le sujet maintenant, mais avec plaisir d'en discuter, je resterai jusqu'à la fin et changerai pas de blouson. Alors, il y a la question sur l'égalité, les luttes contre les discriminations. Donc là, le gros de l'augmentation du budget, c'est le soutien aux associations qui œuvrent dans ce domaine. On a un réseau d'associations qui sont extrêmement importantes, qui jouent un rôle fondamental. Je peux vous parler plus particulièrement de l'égalité, puisque c'est un sujet que je porte. Ici, à Bordeaux et en Gironde, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir quand on est ville-centre, c'est qu'en général, on pourvoit aussi pour des usagers qui ne sont pas forcément sur notre territoire. On a une hausse des violences, des violences faites aux femmes. Et globalement, du coup, on a augmenté le soutien aux associations pour pouvoir aider les femmes victimes de violences, les accueillir, les faire en sorte qu'elles puissent se reconstruire et tout. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi augmenté toutes les associations qui œuvrent sur les droits des femmes, sur notamment l'égalité professionnelle, qui vont pouvoir accompagner les femmes dans ces domaines. Donc c'est typiquement, c'est une grosse partie de la hausse s'explique par ces hausses de subventions. Et enfin, le stationnement, la question, le stationnement, c'est environ 20 millions de recettes annuelles sur 400, je ne sais plus à combien on était, 400 millions d'euros de recettes, plus même de fonctionnement. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, c'est clairement pas... 20 millions, voilà, le budget des centres de loisirs, c'est 15 millions d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, monsieur. On va vous passer le micro. Bonjour, Maxime. Pour la partie investissement, quand vous prévoyez les investissements et compte tenu des... et que ce soit les précédents investissements et les prochains investissements, est-ce que vous faites un prévisionnel de l'augmentation des recettes qui pourraient être gagnées, puisque l'intérêt de l'investir, c'est de récupérer quelque chose derrière? Ça veut dire un prévisionnel de l'augmentation du nombre de foyers fiscaux ou de la qualité des foyers fiscaux en termes de rémunération. Je veux dire, est-ce qu'ils seront contributeurs ou même contributeurs nets? Est-ce que vous arrivez à faire des prévisionnels? Est-ce que les précédents prévisionnels, si vous les avez faits, vous êtes dans vos marges ou tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, madame, oui, s'il vous plaît, puis après on passera à monsieur. Oui, moi je voudrais revenir sur l'eau. Pour économiser l'eau et favoriser cette économie, notamment on sait qu'on est un quartier d'échoppe et que beaucoup ont des jardins. Est-ce que vous avez pensé à financer, comme il y a pour les composteurs, des récupérateurs d'eau de pluie ou d'aider à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie? Et la deuxième question, c'est que est-ce qu'on a encore les moyens au niveau de l'eau, de cette ressource de plus en plus rare, d'autoriser la construction de piscines qui consomment énormément d'eau, énormément d'énergie et qui sont une source de nuisance très importante du voisinage, en plus?
Merci. Monsieur, juste ici. Oui, je voulais savoir où était la ligne de participation au budget de la Bordeaux Métropole, en fait, dans les frais de fonctionnement. Merci. Donc, je vais vous laisser, comme on a eu 4 questions, on refera une petite série après, ne vous inquiétez pas. Alors oui, enfin, investir, c'est effectivement prévoir et c'est prévoir dans le temps notre capacité à pouvoir investir. Donc oui, on a des prévisionnels de recettes, de dépenses, tout ça est modélisé. Après, comme je vous l'ai montré, enfin voilà, on a connu 4 chocs majeurs, la guerre en Ukraine, personne ne l'avait vraiment anticipé, le Covid non plus. Donc oui, on prévoit avec ce qu'on a. Typiquement, pareil, la crise du marché immobilier, c'est très très difficile aujourd'hui de prévoir ce que ça va donner. Donc voilà, mais ça, bon, c'est le lot de tout travail financier, prévoir et avec des marges d'erreur et parfois effectivement des nécessités de devoir réajuster les choses, ce que l'on a fait en permanence sur ce mandat. Alors, sur les récupérateurs d'eau, alors là, effectivement, je vais rebotter sur la case Bordeaux Métropole. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord que... Maxime, ouais, Tiffaine, ok. Avant de parler justement d'investissement de Bordeaux Métropole, c'est pour vous dire que dans le cadre du budget participatif, donc budget participatif, c'est projet habitant voté par les habitants et financé par la ville et mis en place par la ville. Il y a un budget participatif qui concerne justement l'achat et la mise à disposition et l'installation de récupérateurs d'eau. Et donc, ce projet habitant a été voté. Et donc, il y a une réflexion à venir pour voir dans quelle mesure, enfin, à quel endroit on va installer des récupérateurs d'eau dans les espaces publics, parce que là, on parle d'espaces publics et pas d'espaces privés, ce qui vient compléter après ce que va rajouter Claudine Bichet sur l'investissement de la métropole. Non, alors sur les récupérateurs, en fait, tu as la réponse, parce que sur les récupérateurs, je ne sais pas s'il y a un soutien de la métropole sur... Du coup, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de soutien de la ville pour l'achat de récupérateurs d'eau de pluie, parce que ce n'est pas une solution qui paraît intéressante, mais au moment où on a besoin d'eau, en général, le récupérateur d'eau de pluie est vide. Et donc, du coup, après la problématique de la gestion des moustiques, parce que un récupérateur d'eau de pluie, c'est aussi de l'eau stagnante, et donc, du coup, ça nécessite un entretien. Et du coup, cet entretien-là, s'il n'est pas fait, ça peut être une nuisance importante. Donc, du coup, c'est une idée qui paraît séduisante, mais qui n'est pas idéale dans son ensemble. Donc, du coup, il a été choisi de ne pas aider les citoyens à financer ces récupérateurs d'eau de pluie. D'avoir un nouveau projet, on va dire, de réflexion. Oui, je pense qu'il y a un sujet. Mais alors, juste pour remettre, donc là maintenant, c'est la régie de l'eau qui a, c'est 6 récupérateurs, soutien à l'achat de récupérateurs d'eau de pluie. C'est la régie de l'eau qui aura la capacité d'intervenir sur ce champ-là. C'est pas du champ d'intervention de la ville. Juste pour vous remettre, je sais que tout ça est compliqué, donc j'essaye de faire au plus simple, mais on ne peut pas intervenir sur n'importe quel sujet. Alors les piscines, on a fait évoluer les règles du PLU très récemment, un PLU qu'on a voté dans sa révision récemment, dans sa modification plutôt, pour les experts techniques, qui fait qu'on contraint, on a des contraintes de plus en plus fortes par rapport à l'installation de piscines. Après, voilà, si les personnes, on ne peut pas interdire aux gens de construire des piscines, mais par contre, on a durci les règles pour faire en sorte effectivement que ce soit en tout cas le moins impactant possible, si je peux dire ainsi. Alors, le budget de la métropole, c'est vraiment un budget qui a ses propres recettes. C'est des budgets qui fonctionnent de manière, alors pas totalement étanche, je vais essayer de faire simple, mais la métropole a ses propres recettes fiscales, ses propres dotations d'État, donc on est vraiment des collectivités qui fonctionnent, on n'a pas une ligne où on vient financer la métropole, c'est pas comme ça que ça marche. Après, je ne sais pas si je rentre là-dedans, je regarde notre DGS, on a des compétences qui dans le temps ont été transférées. Par exemple, la propreté.
Voilà. La propreté, c'est une compétence qui avant était exercée par les villes et qui maintenant, réglementairement, est assurée par la métropole. Et donc, ça fait que pour assurer ce transfert, on a des charges annuelles que l'on verse à la métropole parce qu'on lui a transféré cette compétence. Mais maintenant, c'est elle qui est décisionnaire pour agir sur ces compétences. Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est les seuls échanges d'argent que l'on a aujourd'hui entre la ville et la métropole. C'est soit sur des compétences qui ont été transférées à l'autre collectivité, soit sur des compétences que l'on a mutualisées. Ou par exemple, la compétence finance, elle est mutualisée. On n'a qu'une direction finance pour les deux collectivités. Donc là, on est sur un partage de coûts sur ces compétences-là. J'essaye de faire très simple, mais c'est un peu ça l'idée. Merci. Donc une petite série de questions et après on passera à la deuxième partie si vous voulez bien. Et vous inquiétez pas, à la fin de la deuxième partie, il y aura à nouveau un temps d'échange. Et sinon, vous avez sur les tables aussi des petites fiches qu'on appelle fiches contact que vous pouvez remplir si vous avez des questions. Et après, la mairie de quartier pourra répondre de façon plus précise également à ces questions. Voilà, donc on va peut-être une question là, et puis... Oui, juste une petite question. Avant d'économiser l'eau, j'aimerais bien en avoir suffisamment chez moi. On a constaté assez souvent qu'on n'a pas un bar de pression chez nous. Donc on se pose la question, on a signalé ça plein de fois. Il y a un contrat léonien, enfin un contrat qui dit qu'il ne faut qu'un bar réglementairement, et un bar c'est déjà catastrophique. Et il nous faudrait minimum 2 bars, et ça, sur certains quartiers de Bordeaux, c'est pas nouveau, on a ce problème. Je sais que vous avez des problèmes au Taillan parce que c'est 5 bars, à Lormont 7 bars, la métropole, mais à Bordeaux, on est obligé de surpressuriser les chaudières parce que on n'arrive pas à les mettre en sécurité. Donc ça, c'est un problème. Si on peut, juste sur les questions, rester sur la thématique du budget. Et après, donc, il y aura ce temps d'échange, on va dire, plus large, plus ouvert. On y reprendra, je pense, à la fin de la session. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget ? Oui, s'il vous plaît. Oui, j'ai entendu parler que le fonds vert que l'État est censé apporter aux collectivités avait fortement diminué. Et je suppose que c'est fléché dans votre budget. Et je voulais savoir quel impact ça avait, cette baisse du fonds vert. Alors en 2025, on l'estime à 1 million d'euros de moins qui est dédié à l'investissement. Et effectivement, on a de fortes inquiétudes, puisque déjà depuis la première version de la loi de finances, on sait qu'il y a à nouveau des coupes qui sont faites dans le fonds vert. Donc effectivement, on risque d'être impacté durablement dans les années qui viennent sur la partie investissement du fait de la baisse du fonds vert. Oui, c'est... Oui. Sur quel type d'aménagement ça apporte? Merci. Alors, le fonds vert, on a plein de projets. Alors là, oui, pardon, je vais avoir besoin de rénovation. Ouais, on a surtout... C'est ça. Oui, tout ce qui est bonjour, tout ce qui est renaturation de parcs et jardins ou rénovation de bâtiments, sachant que le mécanisme du fonds vert, c'est vraiment projet par projet. Donc à chaque fois, la ville doit présenter l'ensemble de son projet, justifier que ça rentre bien dans les priorités et un prévisionnel de dépenses initiales et une quote-part de financement par l'État qui est entre 20 et 50%. Mais plutôt proche au mieux de 20% que de 50% en général. C'est écrit tel quel dans les documents budgétaires de l'État. Si vous avez envie de vous amuser, vous pourrez voir que dans leurs objectifs, il y a, pour que tout le monde en bénéficie, surtout n'en mettez pas trop à chaque récipiendaire, limitez-vous autour de 20% de cofinancement maximum. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Peut-être si vous voulez apporter un mot de conclusion. Je pourrais compléter. On a encore quelques petites questions, c'est ça ? On les fait ou... Non, je pense qu'on va passer à la suite si ça vous convient. Non, du coup, on avait quelques slides pour vous montrer un peu, notamment la proportion que représente la dette des collectivités par rapport au déficit public national. Donc, en gros, sur les 3 300 milliards de déficit de l'État, les collectivités, c'est seulement 8%.
qu'aujourd'hui, on a clairement des ponctions qui sont effectuées sur nos budgets qui sont dans des proportions supérieures à ces 8%, et le fonds vert en fait partie. Et du coup, effectivement, pour nous, je tiens à le redire, 8% de l'endettement public national, les collectivités, on représente 70% des investissements publics nationaux. C'est quand même juste pour dire dans quelle proportion les choses se passent. Et effectivement, on risque d'être, on l'est dès 2025, et on risque d'être pénalisé durablement par cet état fortement déficitaire de l'État, dont nous estimons ne pas être responsable compte tenu des chiffres que je viens énoncer. Et les baisses de fonds verts et ainsi de suite, c'est que le début. Et c'est grave. Pourquoi ? Parce que quand on doit investir avec une ville qui augmente, comme je l'ai dit, quand on doit investir pour adapter la ville au changement climatique, là où de nombreuses études montrent qu'il faudrait multiplier par 2 notre investissement pour être à la hauteur des enjeux, on est en train de nous réduire la manne financière pour assumer ça. C'est pour vous dire que ça va être compliqué pour les collectivités et que du coup, on est vraiment dans une période qui va être extrêmement tendue sur le plan financier. Voilà. Je suis désolée de conclure sur cette note plus négative, mais je pense que c'est important d'avoir conscience de ça. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse et merci à vos questions. Je suis rarement applaudie en parlant finance, donc je vous remercie. Et merci surtout pour vos questions également et pour les éléments de réponse. Tiffaine Ardouin souhaite... C'était juste pour vous dire qu'il y a un site internet qui s'appelle DataViz, ça s'écrit D-A-T-A-V-I-Z. Et si vous tapez DataViz Bordeaux, vous avez le budget détaillé de la ville de Bordeaux, avec toutes les recettes et toutes les dépenses. Donc pour une transparence, c'est important que vous puissiez avoir l'information. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, il y a 2 questions qu'on a passées vu le temps imparti, mais je vous propose de passer donc au sujet que vous avez choisi, habitants du quartier Saint-Genès-Nansouty. Vous avez été 116 à y répondre, peut-être parmi vous dans la salle ce soir. Donc le sujet que vous avez choisi, et je remercie Madame Bichet qui s'en va, merci beaucoup pour vos réponses. Donc vous avez choisi le commerce et la politique de la ville en matière de commerce. Et donc je passe la parole à Madame Jacotot qui est juste à côté. Bonsoir, merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis donc Sandrine Jacotot, l'élue adjointe au maire en charge des commerces de la ville de Bordeaux. Alors je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour ce très vilain masque que je porte face à vous, tout simplement pour me protéger puisque je suis en période de chirurgie et que je suis potentiellement un peu plus fragile. Donc je vous prie vraiment de l'excuser. En fait, dans une note nettement plus positive, on va rebondir par rapport à cette magnifique présentation budgétaire. La ville de Bordeaux est riche. Elle est très riche par ses divers commerces. Nous avions 7500 commerces en 2020, dans une période, on se le rappelle, qui était très mouvementée au point de vue économique. Et aujourd'hui, nous en comptons plus de 9000. 70% d'entre eux sont des commerces indépendants. C'est une des moyennes les plus importantes en national. Nous avons un équilibre des offres. Du coup, je n'ai pas pris le petit boîtier. Je vais vous en départir. Merci beaucoup. Nous avons un équilibre des offres commerciales très intéressant, avec également une qualité de ces offres qui nous est chère. Il y avait bien évidemment, durant cette période, souvenez-vous-en, en 2020, parce que cette période est importante, elle a permis l'accélération de mutations nombreuses, notamment en termes de consommation. On a souhaité être livré davantage. Donc, ça apporte des mutations parfois positives et parfois qui nous interrogent davantage. Donc, il était nécessaire, je reviendrai un peu plus tard au niveau de ces mutations, de ces formes de mutations,
On en a bien sûr aussi des positives. Il nous fallait urgemment mettre en place, diligenter une étude du commerce. Donc c'est une grande première pour la ville de Bordeaux. Nous avons organisé, donc commandé une étude du commerce auprès d'un cabinet qui s'appelle le cabinet de David Lestou. Il a été choisi parce que c'est un des plus grands sociologues et économistes connus en termes de commerce en France. Cette restitution de l'étude du commerce se fera normalement le 27 juin par Monsieur le maire et également le président de la Chambre du commerce. Elle sera restituée à l'ensemble donc de nos commerçants pour leur permettre d'avoir des outils très fins. Alors, vous le voyez, hein, elle permet en l'occurrence de comprendre que nous sommes riches également de commerçants à moins de 10 minutes à pied en termes de polarité. Et des commerces qui, pour la plupart, ont moins de 5 ans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça permet en fait d'appréhender la dynamique forte que nous avons au niveau de la ville de Bordeaux. Mais également de s'interroger sur les commerces qui vont être à reprendre en suivant, donc accompagner et vérifier que ces offres puissent être, la qualité des offres puisse être conservée. Nous savions déjà avant 2020 que la ville de Bordeaux comportait la plus grande part d'offres de bars, mais surtout de restaurants en termes de nombre d'habitants. Donc c'était déjà le cas en 2018-2019 et fin 2020, nous nous sommes rendus compte en fait qu'une grande majorité des investisseurs souhaitaient créer de nouveaux bars ou de nouveaux restaurants. Donc nous avons pris la décision de mettre un arrêté d'interdiction, alors ça concerne le centre-ville et notamment le secteur sauvegardé, d'interdiction de mutation de commerce au niveau des commerces de détail vers des bars ou des restaurants. C'était possible parce que nous pouvons le faire sur le secteur sauvegardé et ça a été entériné à partir de février 2022. Voilà. Alors le travail au niveau du commerce de la ville de Bordeaux, c'est avant tout de vérifier de la conservation, donc je disais précédemment, de l'offre commerciale, favoriser l'installation de nouveaux commerces du quotidien. Donc comment on fait? On est capable d'aller sourcer. Vous voyez, je crois que c'est il y a 2 jours, je me suis rapprochée de l'entreprise Duralex qui a monté un nouveau concept à Paris qui me semble particulièrement intéressant. Donc Duralex, vous savez, c'est la vaisselle qui a donc créé ce concept. Donc nous sommes capables aussi d'aller chercher et d'inviter des nouveaux acteurs à venir dans notre ville. Les activités de service sont bien évidemment importantes, mais sont à surveiller pour permettre toujours de conserver cet équilibre. Le développement donc des activités de la restauration, je viens de vous en parler. Alors, on va revenir sur l'encadrement des mutations économiques. Alors ça, c'est très intéressant. C'est en 2021 que nous avons eu une alerte concernant un concept que vous ne connaissez plus aujourd'hui puisque nous avons réussi à canaliser cette nouvelle forme de commerce qui s'appelait en fait des dark stores. Donc nous avions 11 opérateurs, 11 startups, même 11 licornes, qui avaient fait de très grosses levées de fonds. Donc on en avait des Turcs, on avait une start-up qui était française, on en avait une américaine, qui avait pris pour pari en fait d'investir les villes d'Europe et notamment les grandes villes françaises. Ils avaient besoin en fait de 200 mètres carrés seulement pour faire des alliances avec la grande distribution et faire le pari de vous livrer en moins de 5 minutes, 7 jours sur 7, pardon, de 7 heures du matin jusqu'à minuit. Ils vous proposaient donc de vous faire livrer par un opérateur
que nous aimerions voir un peu plus éthique, donc Uber ou Deliveroo. Donc pourquoi pas 2 packs d'eau, et ce qui bien évidemment nous a fortement inquiété concernant la préservation de l'équilibre de nos offres commerciales avec nos épiciers, et surtout en termes de nuisances auprès des riverains, puisque ces implantations ont eu lieu dans des quartiers riverains. Alors nous, Monsieur le maire a été très vif et très réactif sur le sujet. On a été plusieurs villes à se réunir, et un courrier a été envoyé donc à la signature de Monsieur le maire et de 5 autres maires de grandes villes françaises auprès d'Elisabeth Borne pour demander un encadrement en urgence, ce qui a été fait donc en février 2023. Nous avons obtenu un décret qui permet désormais en fait de classer ces entreprises comme entreprises réalisant en fait de l'entreposage, donc avec l'obligation de s'établir uniquement sur le plan local d'urbanisme, sur des emplacements réservés aux entrepôts, donc ce qui a totalement anéanti ce modèle économique qui nous semblait en fait assez inquiétant. Voilà. Au niveau d'autres mutations de commerce, alors c'est pas vraiment une mutation de commerce parce que ça existait auparavant, mais on surveille de près. Alors on les appelle des dark kitchens. Alors qu'est-ce qu'une dark kitchen? Une dark kitchen, en fait, c'est un restaurant qui n'accueille pas de public et qui fait en fait uniquement de la livraison. Alors, la problématique au niveau de ce concept, c'est bien évidemment des nuisances, notamment au niveau des livraisons et des riverains. Donc, nous surveillons de très près. Alors, pourquoi ça existait auparavant? Aujourd'hui, nous, ville de Bordeaux, actuellement, nous ne pouvons pas encadrer ce système puisque il est classé, nous n'avons pas de sous-destination sur notre plan local d'urbanisme, puisqu'il a été créé avant la loi Allure en 2014, donc il est non allurisé, ce qui veut dire en fait que nous n'avons pas de sous-destination. Et aujourd'hui, oui madame, je répondrai à votre question plus tard, je vois un nom de la tête. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes en train de retravailler avec la métropole, donc c'est Stéphane Pfeiffer et différents collègues qui travaillent sur le sujet. On aura la possibilité d'avoir des sous-destinations donc par la suite et de pouvoir encadrer plus finement donc ces modèles qui auparavant existaient tout simplement, on les appelait des traiteurs, et vous avez bien sûr des restaurants qui font également de la livraison, mais pas que. Voilà. Ensuite, on va parler de votre quartier. Alors, votre quartier, vous êtes 23 712 habitants et 9% donc, des habitants, vous représentez 9% des habitants de la ville, et vous avez surtout un quartier jeune et dynamique, et ça va se ressentir aussi au niveau donc de la vie économique qui est quand même bien florissante avec 3300 établissements économiques. Vous avez des activités de services et qui sont bien représentées avec des activités de culture, loisirs, santé, sociale. Alors, on a noté surreprésenté. Moi, je dirais que c'est tout simplement très bien représenté. Et vous avez, on aimerait que toute la ville puisse bénéficier en fait de l'équilibre qu'on trouve aujourd'hui à Nansouty et qui se dessine au niveau du bien vivre, puisqu'en fait le commerce, on avait pu s'en apercevoir donc en 2020. Le commerce est essentiel, vous le savez. Il permet en fait d'apporter le lien social, et quand vous avez des nouveaux arrivants, des gens qui veulent investir ou tout simplement s'établir dans notre ville, la première chose qu'ils attendent, bien évidemment, et qu'ils recherchent, c'est d'avoir un commerçant, des commerçants autour d'eux. Donc, on peut saluer également, vous avez vu que vous avez une représentativité au niveau des restaurants moins importante que dans l'ensemble de la ville. Donc, vous avez vraiment aujourd'hui un équilibre à préserver. Et comment on travaille pour le préserver? Donc, également plus 7 commerces supplémentaires qui sont arrivés.
avec alors le travail qui est effectué au niveau de l'accompagnement. Claudine Bichet l'a précisé au niveau des lignes budgétaires. En effet, la ville accompagne avec un service commun lié donc à la métropole qu'on appelle en fait le service du développement économique. Mais il faut savoir que vous avez beaucoup de services qui travaillent pour accompagner les commerçants, notamment le service de manifestation. Et avec les présidents d'associations, je regarde Joël Vallée, notre président d'association de commerçants au niveau du quartier, que je remercie vivement. Donc c'est un travail que nous effectuons main dans la main avec les 25 quasiment présidents d'associations de commerçants pour l'ensemble de la ville. Et Nansouty a le bénéfice à la barrière de Pessac d'avoir dans son sein un président très actif avec une association qui ne l'est pas moins. Je parlais donc du travail au niveau des linéaires commerciaux. Oui, nous avons en fait une projection d'avenir toujours très présente et nous interdisons sur bon nombre de quartiers des mutations également, vous voyez, notamment sur les destinations de commerce, de détail, d'artisanat, vers une autre activité comme une banque ou une agence immobilière pour éviter d'avoir à casser en fait cet équilibre. Et de la même manière, nous avons la possibilité, inversement, sur certains linéaires, de pouvoir laisser la possibilité à ces secteurs de services de s'implanter. Voilà. Là, vous allez pouvoir constater les listes des rues qui sont concernées. Et j'ai été... Voilà. Donc je préfère en fait vous laisser du temps pour vous exprimer et poser des questions. J'espère que ces quelques éclairages auront pu vous apporter déjà quelques connaissances supplémentaires. Merci. Merci beaucoup. On va prendre des salves de 2 questions si vous en avez et on le fera 2 par 2 cette fois-ci. Ah, bien sûr. Madame peut-être ou monsieur, comme vous souhaitez. Madame, et on prendra votre question juste après. Bonsoir à nouveau. Dominique Hoffmann, présidente du comité de quartier de la Barrière de Toulouse. La Barrière de Toulouse, c'est la fast-food barrière. C'est la plus grande concentration de fast-food de l'agglomération qui nous pose des problèmes énormes, notamment en termes de cadre de vie des riverains, mais surtout de sécurité des cyclistes et des piétons. Il y a eu un accident grave entre un cycliste et un livreur. Ça n'arrête pas. Et c'est impossible à supporter. Et nous demandons un encadrement et l'interdiction d'installation de dark kitchen, dont vous avez parlé, qui nous pourrissent la vie, qui font mourir nos commerces de proximité. On est la barrière la plus sinistrée et, selon l'article de Sud-Ouest, la plus moche et la plus dangereuse de Bordeaux. Donc là, je pense qu'il faut falloir vraiment agir prochainement et on ne peut pas continuer comme ça. D'autre part, je ne vais pas rentrer dans les réglementations juridiques. Je vous ai envoyé un courrier. Nous avons plusieurs leviers réglementaires, juridiques, et le maire peut exercer son pouvoir de police par rapport à la sécurité et à la nuisance pour interdire l'installation de nouvelles dark kitchens, et notamment la Chicken Hut, qui ferme à 4 heures du matin. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Il livre jusqu'à 4 heures du matin le week-end et 2 heures du matin en semaine, qui polluent, qui sont sur les trottoirs. On peut faire un album photo. J'en ai encore pris des photos hier. Donc c'est intenable. Et là, il faut réagir rapidement. Et quel est votre projet? Vous avez parlé de maintenir l'équilibre. Quel est votre projet de revitaliser cette barrière complètement abandonnée, complètement dégradée? On n'a pas de place d'aire de livraison, on n'a pas de place de stationnement, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc,
qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à cette barrière complètement sinistrée? Voilà. Merci pour ce retour qui est précieux pour les services et les élus. Et on va prendre la question de monsieur au fond et on prendra une deuxième salle juste après. Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je suis là. Voilà. Moi j'ai le sentiment, alors merci de nous expliquer que vous encadrez tout ça, que vous essayez de faire attention. Moi j'ai le sentiment que sur le quartier quand même, ces dernières années, on a vu un fort développement de petites supérettes qui ne sont pas du tout des commerces indépendants, mais qui appartiennent à des grands groupes, c'est le Carrefour, etc., qui se multiplient comme des petits pains et qui sont des fois les unes à côté des autres. Alors, je ne sais pas si c'est un vrai sentiment, ou enfin, si c'est une réalité, ou si c'est parce que... Voilà, donc, et je me demande, est-ce que vous encadrez ça? Parce que je me demande l'utilité d'avoir toutes ces supérettes qui appartiennent à des grands groupes et qui ne sont pas du tout des commerces indépendants, et qui, sur le quartier, sont très, très nombreuses aujourd'hui, et avec des prix très chers, souvent, et pas forcément des produits de grande qualité. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je laisse Madame Jacotot. Très bien. Deux questions très intéressantes. Merci pour la qualité de vos questions. Madame Hoffmann, je vous remercie d'avoir alimenté notre travail, notamment au niveau donc, de Dark Kitchen. C'est pas, donc vous en aviez une qui était très nuisante pour les riverains, donc l'enseigne Testeur. Donc, qui est une franchise, et elle était également présente sur la rue Barrère. Bien évidemment, je me suis emparée du sujet fin d'année dernière. Je me suis rendue sur site. J'ai rencontré le gérant et j'ai souhaité que nous puissions enfin entendre les responsables également, parce qu'il ne faut pas oublier les responsables, j'en ai parlé précédemment, ce sont en fait les plateformes, les deux grosses plateformes de livraison qui font qui affichent des chiffres d'affaires très importants. Pour Uber, on est à 50 milliards d'euros, avec des impôts payés à l'État très faible, nous le savons, avec aussi une propension, comme vous le savez, de détourner le droit du travail et de laisser en fait de profiter de la pauvreté et des situations délicates de bon nombre de personnes pour leur offrir, ce terme me fait peine, une forme de travail qui les esclavagise plutôt. Donc j'ai souhaité organiser une réunion avec le franchiseur, avec le gérant, avec Uber et Deliveroo, et également deux opérateurs éthiques et connus de la ville de Bordeaux, pour leur demander tout simplement de trouver des solutions pour réorganiser leur travail et permettre à notre commerçant de continuer son activité sans avoir à être incriminé seul, je ne dis pas qu'il n'a pas de responsabilité, mais à être incriminé seul sur des nuisances où on attend une fois encore que le pouvoir du maire, une fois de plus, agissent. Ce sont en fait deux opérateurs qui n'assument pas leurs responsabilités et attendent tout simplement de l'État, des communes, de la mairie, de prendre les dispositions. Donc j'ai été un peu patiente, puisqu'en fait j'avais laissé jusqu'au 1er mai pour avoir des résultats probants. Et bien évidemment, ces résultats n'ont pas eu lieu. J'ai remercié bien sûr le gérant d'avoir enclenché et compris l'urgence de déménager ces deux commerces, et nous allons veiller bien évidemment que ces déménagements en même temps n'entraînent pas le déménagement de nuisances dans d'autres quartiers. Apparemment ça ne va pas être le cas. Vous disiez qu'en effet, Monsieur le maire se doit et a la possibilité de pouvoir faire cesser ces nuisances. Alors, d'une part, interdire, non, c'est pas possible. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il y a des lois, et ces lois, en fait, on ne peut pas, nous, s'y déroger comme Uber et comme Deliveroo. Les lois, en fait, de la liberté du commerce, c'est une loi essentielle.
Ensuite, au niveau du plan local d'urbanisme, comme je vous l'ai dit, j'aimerais tellement pouvoir vous accompagner en hochant négativement la tête et me dire que oui, nous avons le pouvoir d'agir. Malheureusement, non. Puisque lorsque j'ai rencontré Olivia Grégoire et Olivier Klein au ministère de l'Environnement concernant le décret des Dark Kitchen, bien évidemment, croyez bien que bon nombre de villes et nous-mêmes souhaitions également l'encadrement des Dark Kitchen. Il a bien été dit que ce décret ne pouvait pas concerner les villes qui possédaient aujourd'hui des PLU non allurisés, ce qui est notre cas actuellement. Concernant les indications que vous nous donniez, notamment sur cet établissement qui ferme à 4 heures du matin, j'aurais beaucoup apprécié avoir cette information en amont puisque je l'ai reçue ce matin et je suis ravie de l'avoir reçue. J'ai informé immédiatement la police, mon collègue Marc Etcheverry qui est à la sécurité pour qu'il puisse alerter la police municipale et également la police nationale pour faire cesser, bien évidemment, cette interdiction, puisqu'il est strictement interdit pour les commerçants d'exercer, à moins, bien évidemment, d'avoir des dérogations dans certains cas, mais là, c'est très encadré, d'exercer jusqu'à ces heures tardives. Concernant l'état de la barrière de Toulouse et l'urgence de travailler sur cette barrière, je suis pleinement d'accord avec vous. C'est très important et c'est pour ça que nous devons, avec ces perspectives, donc ce sont des actions court terme, moyen terme et long terme qui vont être énoncées par Monsieur le maire. Donc c'est travaillé depuis plusieurs mois avec la Chambre du commerce et de l'industrie. Auparavant, avant 2020, il n'y avait pas de sujet commerce. La ville de Bordeaux et les villes de France ne travaillaient pas en fait ces sujets-là. Vous l'avez noté, aujourd'hui, vous l'avez pas souligné, mais une personne en a parlé juste auparavant. Elle a quitté Bordeaux, elle est revenue depuis peu. Elle a vu en fait cette barrière se transformer. Nous allons en fait venir sur site pour vérifier ce qui a lieu de faire, notamment au niveau des places de stationnement et de livraison, et tenter d'accompagner au mieux. Alors après, oui, on pourrait évaluer la possibilité de faire d'avoir le recours du droit de préemption. Le droit de préemption est également fait partie. Vous pourriez peut-être poursuivre cette conversation oui. Lors du pot et répondre à la Merci beaucoup. À la deuxième question, parce qu'on rentre dans le détail et c'est vrai. Et il y a d'autres personnes je pense que ce sera préférable. Merci, voilà, merci, ouais, parce que j'oublie le contexte. Donc là, on parlait de la multiplication donc des supérettes et notamment des carrefours. De la même manière, vous voyez, je parlais des droits de préemption, de la liberté de commerce. Nous avons réuni, j'ai souhaité en fait réunir l'ensemble des grandes enseignes il y a 2 ans. Je les avais interrogées par rapport à cette multiplication. Il est évident que lors de la prochaine réunion, nous allons encore les réinterroger, mais malheureusement, on a peu de possibilités sur cet acteur qui a de gros moyens, notamment d'information en amont. Vous voyez, en fait, ils ont des professionnels qui surveillent en fait aussitôt que des cellules les intéressants se libèrent. Et donc, c'est aussi une difficulté. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Oui. Ah non, on ouvre encore d'autres questions. Pour une deuxième salve de questions, Madame Devant. Et s'il y a une autre question, c'est le moment également. Monsieur. Bonjour. Donc moi, je suis commerçante, Barrière de Toulouse. Donc j'adhère totalement à ce que dit Madame Hoffmann. Maintenant, moi, j'ai une autre problématique. C'est qu'en plus, effectivement, de cette toute malbouffe que l'on a avec les scooters qui roulent sur les trottoirs, qui nous envahissent, où nos commerçants, quand ils sortent de chez nous, peuvent se faire renverser, c'est qu'en plus,
il y a beaucoup de logements illégaux dans toute cette malbouffe qui est faite à l'arrière de leur boutique, où nous, on les voit sortir le matin. Et là, ça serait bien de faire un petit contrôle quand même, de voir qui est logé ou pas, s'ils ont leurs papiers aussi, parce qu'ils n'ont pas de papiers, et aussi de contrôler un petit peu les gens qui s'installent. Moi, je suis coiffeuse, mais les gens qui s'installent, comme des barbeurs, il y en a partout, ils n'ont pas leur diplôme, ils s'installent parce que c'est du blanchiment d'argent, je suis désolée. Et nous, on le sait tous dans notre profession, et là, il faudrait un petit peu contrôler et limiter. On ne peut pas se faire concurrence entre nous. Je suis allée voir le kebab à côté de chez moi qui voulait monter à côté un barbeur. Je lui ai dit, mais comment tu peux faire ça? On va pas. Je suis coiffeuse à côté, tu ne peux pas ouvrir. Et il m'a dit, bah si, bah non. Donc il faut quand même faire des trucs de proximité et regarder, monter. En fait, Nansouty, c'est devenu super joli. Et nous, Barrière de Toulouse, on est la cité. Donc moi je suis un peu brute, mais là il va falloir quand même prendre les choses en main parce qu'en fait plus personne veut venir chez nous, plus personne veut s'installer et on n'aura que de la malbouffe. Merci beaucoup pour ce retour également. On avait une autre question derrière vous. Merci. Oui, alors moi j'ai deux questions, je me permets. La première, c'est sur la politique en matière de marché qui interviennent ponctuellement dans les places. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez une politique particulière là-dessus? Parce que bon, c'est toujours intéressant, notamment le week-end. Et puis une deuxième question qui est beaucoup plus large, c'est le projet Place Gambetta, là où c'est en est l'ancien Virgin. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais plus trop où on en est. Voilà, merci. Merci également. Je propose que vous repreniez la parole. On a 10 minutes avant de conclure les échanges. Voilà. Alors, je vais être beaucoup moins, je vais être beaucoup plus courte au niveau de ma réponse, puisqu'en fait, je vais venir sur le terrain. Je pense que l'urgence est là, je l'ai bien entendu. J'en ai parlé juste précédemment. J'ai bien compris, il me faut venir, et c'est le bon moment parce que, alors, je suis navrée. En effet, la ville est grande, 9000 commerçants, c'est étendu. On a eu pas mal de situations sur lesquelles on s'est focalisé, Cœur Ginko, Grand Parc, des problématiques, des travaux qu'il faut qu'on accompagne. Mais pour tout vous dire, en fait, j'avais le buraliste qui m'avait demandé en fait de passer, et je lui avais dit oui, je passerai. J'ai été un petit peu happée, mais j'ai entendu l'urgence, donc je vais venir sur site, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir inclure au niveau des actions court, moyen et long terme. Il ne faut absolument pas, et je suis d'accord avec vous, il ne faut absolument pas qu'on abandonne aucun quartier de la ville. On a Cours de la Marne, c'est à peu près différemment, mais c'est un petit peu la même chose que nous ressentons. C'est-à-dire qu'on a une multiplication de barbershops qui s'y est opérée et qui déséquilibre en fait les offres. Et oui, il va falloir accompagner. Après, au point de vue sécuritaire et au point de vue on a des moyens. Il va falloir... Donc là, j'ai lancé la première alerte tout à l'heure par rapport à cet établissement. J'ai demandé à ce qu'on puisse me donner des éléments plus probants, mais je pense que la meilleure solution, ça va être de venir sur site. Je vous laisserai ma carte de visite si vous acceptez de m'accompagner et de m'enrichir de toutes vos connaissances. Ça ira beaucoup mieux. Ensuite, concernant la dernière question, merci, j'ai pas parlé des marchés, vous vous rendez compte? Mais quelle honte! Parce que, en fait, dans ma délégation, c'est commerce, marché, animation de proximité, foire et brocante. 29 marchés de plein air dans la ville, 2 halles. Nous avons donc le marché des Capucins qui nous intéresse beaucoup aussi. On avait 10% de producteurs sur nos marchés seulement, soit le minimum légal en 2020.
J'ai l'honneur, j'ai le plaisir de vous dire que les services ont très bien travaillé. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 40%, puisque nous avons créé 3 marchés de producteurs. Le premier qui a été créé, ça a été à Péberlan, le second à Saint-Augustin, et dernièrement, le marché des citernes qui a été réalisé avec les riverains et avec les gens qui travaillent dans le quartier, ce qui nous a permis en fait de jauger leurs besoins. Donc bien évidemment, ils nous ont choisi un marché producteur, j'étais ravie, mais également un marché nocturne. Donc c'est le deuxième marché en fait. Alors quand je dis nocturne, c'est-à-dire que les producteurs arrivent à 14h et repartent à 19-20h, ce qui est très attendu aussi dans le centre-ville, puisque bien évidemment les gens travaillent. Alors, si votre question est de savoir si on peut avoir des marchés supplémentaires à Nansouty, de la même manière qu'au niveau des commerces, il faut être très vigilant au niveau de l'équilibre. L'objectif étant que tous les marchés puissent fonctionner et de ne surtout pas créer un marché qui pourrait déstabiliser un autre, voire pire, le faire disparaître. Voilà. On avait un petit complément de Monsieur Jean-Jean en fond de salle, votre adjoint au maire en charge de la nature en ville, qui vient compléter sur la barrière de Toulouse. Pardon, on a encore oui. quelques instants. Pour compléter, puisque là on sort de la délégation de Sandrine, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je voulais évoquer le point de la barrière de Toulouse qui en effet est un sujet qui nous intéresse beaucoup et où tout ce qui a été fait n'est pas visible à ce jour. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait en effet imaginer que rien ne se passe route de Toulouse. Or, il se passe 3 choses très importantes. Nous avons enfin obtenu un avant-projet sur la route de Toulouse. Donc, la route de Toulouse va être redessinée complètement jusque sur les autres communes. Il reste encore à travailler, on n'est pas à 100% satisfait, mais en tout cas, ça y est, c'est voté, c'est budgété. Il va se passer quelque chose sur la route de Toulouse. Je vais très vite. Deuxième axe, ce sont les boulevards. Les boulevards, là, bon, tout le monde le sait, il y a un grand programme sur les boulevards du XXIe siècle. Nous avons obtenu que une séquence soit priorisée et cette séquence concernera la route de Toulouse et la barrière de Bègles et la barrière de Toulouse. Voilà, on a obtenu que cette séquence soit pensée dans une priorité. Alors, c'est pas des faits, hein, on n'a pas replanté, élargi le trottoir, créé des passes. Mais enfin, ces budgets sont actés. Et enfin, troisième chose, la route de Toulouse, le boulevard et le cours de la Somme. Le cours de la Somme, nous avons là aussi obtenu qu'un projet soit réalisé. Donc là, on en est vraiment à l'étape 0-1, c'est-à-dire que dans l'avenir, il va falloir lancer des concertations. Mais nous avons obtenu que le cours de la Somme soit questionné de façon à ce qu'on puisse retravailler ce cours. Alors, rien de concret, en effet, sur le terrain, mais par contre, dans tout ce qui constitue les étapes, les prérequis, c'est-à-dire choisir les budgets, voter les budgets, positionner la ville de Bordeaux vis-à-vis de la métropole pour obtenir une étude, un travail, etc., ça, c'est coché. Donc, souhaitons que l'avenir nous permette de nous concerter pour arriver à ce que vous souhaitiez. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous, merci Didier pour ce complément très très important qui nous permet en fait d'apporter et de finir sur une note positive au niveau de l'avenir. Et bien évidemment, je vous donne ma carte de visite tout de suite. Merci à vous. Bonne soirée. Tout à fait. Merci beaucoup Madame Jacotto. Merci beaucoup pour vos questions également. Je propose à Madame Choplin de reprendre la parole. Merci pour conclure. Merci à toutes et à tous. Je vais être très rapide parce que je vois qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont partis. Donc, merci pour tous ces échanges. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'avoue que j'en ai appris pas mal en préparant ce conseil de quartier. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre venue. On va prendre le petit verre de l'amitié à l'intérieur parce qu'il fait un peu froid pour se mettre dehors comme on l'avait prévu. Et puis, on est disponible. Il y a encore quelques élus qui sont là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Bonne soirée. Et je reprends simplement la parole pour vous dire, donc le compte-rendu vous sera envoyé dans les meilleurs délais. Vous pouvez mettre vos adresses mail à l'entrée. Et merci beaucoup et merci à l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées ce soir.